Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet acte 2 de notre jeudi de la sécurité. Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine. C'est évidemment toujours un plaisir pour moi de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de ces débats. Je le disais, l'acte 2 en version digitale, compte tenu du contexte, puisque hier, nous avons ouvert cette thématique de l'innovation et de l'éthique au cœur du numérique. Sur notamment la thématique de l'intelligence artificielle et du cloud de confiance. Et nous avions le plaisir d'avoir le préfet Renaud Vedel qui est revenu sur cette thématique hier matin avec nous, Paul-Olivier Gibert et Étienne Grasse. Et donc, on a fait un peu le point sur ce que voulait dire cette éthique dans le monde du numérique et au cœur de l'intelligence artificielle. Et ce matin étaient notamment annoncés les travaux de l'UNESCO sur ce sujet avec un rapport qui devrait être rendu fin 2021. Donc, on est effectivement au cœur de l'actualité, une actualité que l'on continue avec nos 4 invités ce matin où on va parler stratégie, stratégie cybersécurité, cette stratégie de demain au niveau évidemment national, mais bien entendu européen, puisque nous savons tous aujourd'hui que c'est à l'échelle européenne qu'il faut la penser. Et cette stratégie, évidemment, elle se pense dès aujourd'hui. Nous allons donc en parler avec Alexis Corrette, vice-président donc Cyber Security Products Atos. Merci Alexis d'être avec nous ce matin. Nous avons également le plaisir d'accueillir William Lecat, donc directeur de programme Grand Défi Automatisation de la cybersécurité pour le secrétariat général pour l'investissement service du Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur Lecat, d'avoir accepté cette invitation. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous Olivier Lignol, qui est donc le directeur cybersécurité EDF et également avec nous. Et puis, nous avons également l'immense plaisir d'avoir à nos côtés Nathalie Ruiz, qui est donc responsable des relations consultants et bureaux d'études chez Genetech. Nathalie, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, ensemble, on va revenir donc sur ces éléments de stratégie cyber, je le parlais de l'Europe, et dont nous attendons du commissaire européen très dynamique, extrêmement actif, Monsieur Thierry Breton, des éléments qui devraient être annoncés potentiellement pour la fin de l'année, peut-être un calendrier bousculé par l'actualité, mais en tous les cas, on veille à ces annonces en matière de cybersécurité, qui est évidemment l'un des piliers de la confiance, mais on va y revenir tout au long de ce débat. William Leca, je vous propose que l'on ouvre cette session avec vous, si vous en êtes d'accord, pour peut-être déjà commencer par nous présenter ce grand défi automatisation de la cybersécurité que vous portez et peut-être nous en expliquer à la fois l'ambition, mais aussi les enjeux parce qu'ils sont nombreux. Tout à fait. Bon, déjà, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette opportunité de présenter le grand défi cyber. Alors, ce qu'il faut bien voir sur le grand défi cyber, c'est qu'il s'inclut dans une stratégie plus large qui est portée par le Conseil de l'innovation. C'est l'initiative des grands défis. À l'origine, c'était une recommandation dans le rapport Villani sur l'intelligence artificielle. Ça a été repris et élargi à d'autres thématiques que juste l'intelligence artificielle, mais le principe reste quand même le même. C'est de s'inspirer de ce que peut faire l'Agence d'innovation de défense américaine, la DARPA, sur certaines thématiques, à savoir de confier à un directeur de programme un budget de 30 millions, un mandat de 3 ans, pour faire avancer la thématique dont il a la charge, avec comme ligne directrice principale d'investir sur des ruptures technologiques. La grosse différence par rapport à d'autres dispositifs étatiques, en tout cas en France, c'est la capacité, voire la volonté à prendre des risques et du coup à assumer les échecs, pour autant qu'on a des succès par ailleurs. Et derrière, c'est un triple objectif. C'est à la fois le financement de technologies innovantes, mais aussi le soutien économique à l'émergence d'acteurs qui pourraient devenir des acteurs majeurs. Et enfin, c'est répondre à une problématique sociétale. Alors, il y a déjà 4 grands défis qui ont été lancés. Il y a eu l'intelligence artificielle de confiance, le diagnostic médical et l'intelligence artificielle, la bioproduction pour le médical et la cybersécurité dont je m'occupe. Alors, le grand défi cybersécurité, il a commencé au 1er décembre 2019, donc c'est relativement récent. Et la démarche qui a été favorisée dans un premier temps, c'est de rencontrer un maximum d'acteurs de l'écosystème pour bien avoir en tête le positionnement de chacun et les ambitions existantes. Ça a débouché sur la rédaction et la validation d'une feuille de route stratégique à 3 ans, qui est centrée sur 3 axes technologiques et 2 axes transverses.
Alors, les axes technologiques, on retrouve l'impact des nouveaux usages sur les réseaux, les objets connectés, la protection des petites structures contre la cybercriminalité, et au niveau des axes transverses qui vont être initiés dans le cadre du grand défi et qui ont vocation à terme à dépasser son périmètre. Là, on retrouve l'amorçage en cybersécurité et ensuite la problématique de l'échange des données d'intérêt cyber. Alors, étant donné l'étendue du domaine, c'est bien sûr essentiel d'utiliser au maximum les dispositifs déjà existants. Déjà d'un point de vue national, l'objectif c'est vraiment de créer une dynamique et de fédérer les différentes initiatives qui sont déjà relativement nombreuses en cybersécurité, et aussi de commencer à préfigurer une démarche qui pourra être plus pérenne dans le temps et qui pourra amplifier et reprendre les actions du grand défi une fois que le grand défi sera terminé. Et ensuite, au niveau européen, le premier déjà objectif dans les projets qui sont soutenus par le grand défi, c'est d'être capable de se projeter d'un point de vue ne serait-ce que commercial sur la conquête de ce marché européen, qui est aujourd'hui un marché beaucoup plus grand que le marché français, même si au niveau de la cybersécurité, il est encore très morcelé et il y a besoin de travail pour l'unifier, mais c'est vraiment l'objectif. Et de manière générale, au niveau des dispositifs européens, le grand défi se positionne plutôt en deuxième ligne par rapport à tous ces partenaires qui sont déjà engagés dans différentes discussions, que ce soit au niveau de l'ANSSI, par exemple, avec les discussions sur les centres d'excellence, que ce soit sur les projets pilotes comme Sparta, ou même au niveau des députés européens. L'idée, c'est toujours de trouver les bons relais au niveau européen, mais même au niveau national ou mondial, si c'est pas en Europe, pour pouvoir amplifier les impacts du grand défi et vraiment faire levier avec l'existant et le budget de 30 millions dont je dispose pour les 3 prochaines années. Voilà un petit peu très rapidement le périmètre et les enjeux du grand défi cyber. Merci beaucoup, William Lequette. Alors, effectivement, beaucoup d'éléments très précis et très impactants. Vous avez parlé de fédérer un écosystème, effectivement, qui est morcelé, et on sait que c'est très important, et notamment le partage et l'échange que vous évoquiez, qui sont des piliers. Est-ce que vous allez vous interfacer avec le cybercampus porté par Michel Van der Berg? Est-ce que vous travaillez justement avec les différents acteurs très impliqués sur cette dimension? Oui, alors tout à fait. Le campus cyber, je pense que c'est un lieu totem de toute façon qui est inévitable dès qu'on parle de cybersécurité. C'est bien ça l'ambition. Et en particulier sur les deux axes transverses de la feuille de route dont j'ai parlé, que ce soit le partage de données ou l'amorçage en cybersécurité, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais l'idée c'est que ce soit des initiatives qui soient vraiment intégrées à la fois physiquement mais aussi d'un point de vue philosophique dans les travaux du cybercampus. Et avec l'ENISA, vous avez déjà lancé des échanges, et notamment pour le volet européen. Vous le disiez, l'échelle est absolument essentielle, et c'est à ce niveau-là que tout va se passer. Alors avec l'ENISA, comme je disais, moi j'ai tendance à être plutôt en deuxième ligne, c'est-à-dire que c'est l'ANSSI qui est plutôt en front et je discute beaucoup avec l'ANSSI qui soutient activement le grand défi pour qu'il puisse utiliser le grand défi comme un modèle et voir après initier des discussions s'il y a besoin. Au niveau européen, j'évite d'y aller directement parce que c'est déjà relativement complexe et il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà en cours. Très bien. On revient effectivement tout à l'heure sur les différents points que vous avez évoqués. Bien entendu, vous intervenez dès lors que vous le souhaitez en réaction aux interventions de nos différents invités. Alexis, si tu en es d'accord, j'aimerais qu'on évoque peut-être, on vient de parler évidemment d'un des grands, l'une des grandes initiatives, donc ce grand défi au niveau national, avec une cohérence avec ce qui se passe évidemment au niveau européen. Est-ce que tu peux revenir pour nous, pour nos invités, pour le public qui nous suit, sur les enjeux et le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement en matière de cyber au niveau national et au niveau européen? Parce qu'on parlait de stratégie, la stratégie on la pense demain, mais il faut quand même savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour tout le monde, hein. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette conférence. Et je pense que ce qui est important de mentionner, c'est l'origine de toutes ces initiatives. Parce que Mélanie, tu venais de mentionner le cybercampus, on mentionne donc les grands défis cyber. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui qui sont en train de prendre corps. Et puis, on a vu précédemment la fameuse loi sur la programmation militaire qui avait des volets cyber très importants pour les OIV. On a la directive Nice.
Et tout ça, en fait, ce sont des outils qui sont en train d'être mis en place et déployés pour exécuter une stratégie. Et donc, comprendre l'origine de cette stratégie, c'est un élément très important. Il y a une coordination européenne qui est très forte, notamment liée au programme Digital Europe dont vous avez tous probablement entendu parler. L'idée derrière ce programme, qui n'est pas un programme de cyber, c'est de dire qu'on va accélérer le développement européen par la digitalisation. Digitalisation dans tous les services, digitalisation de l'expérience utilisateur à la fois dans l'utilisation des services publics mais aussi privés. On parlait tout à l'heure d'IoT, de véhicules connectés, on parle d'automatisation de plus en plus. Et en fait, derrière cette transformation par la digitalisation, on a un vrai sujet qui est la confiance à la fois des entreprises et des utilisateurs dans les services numériques qui sont mis à disposition. Sans confiance, pas de digitalisation. N'importe qui, dans son expérience personnelle, se rend compte que quand il va aller acheter sur un site web, par exemple, il va commencer par vérifier si le site est basé dans un pays de confiance, s'il y a de la sécurité, etc. Et donc, tous ces éléments-là sous-tendent l'exécution de la stratégie européenne. On a besoin de créer de la confiance dans les utilisateurs, la confiance à la fois dans la fiabilité de fonctionnement, mais aussi dans la façon dont sont gérées les choses. Et pour amener de la confiance, on a besoin d'amener de la cybersécurité by design dans l'ensemble de ces services et dans l'ensemble de ces éléments. Et du coup, au niveau européen, on a vu plusieurs initiatives prendre corps. Alors certaines, je dirais, qui ont été influencées par la France, qui avait une approche relativement mature sur le sujet. Je parlais tout à l'heure de la loi de programmation militaire qui a montré qu'il fallait générer un petit peu plus de prise de conscience des risques cyber au niveau des opérateurs d'importance vitale. C'est la loi qui a imposé un niveau de sécurité minimum. Et ça, ce sont des choses qui ont inspiré un petit peu ce qui s'est mis en place au niveau européen avec la directive Nice et d'autres sujets. Mais en même temps, il y a plusieurs axes qui ont été développés au niveau européen sous forme de règlement et donc qui s'imposent à tous les pays aujourd'hui européens, qui sont dans un premier axe la confiance des utilisateurs dans les services, et ça a été tiré par le RGPD, sur le règlement sur la protection des données, dans lequel il y a des implications de cybersécurité qui sont importantes et qui se déclinent dans les pays. Mais l'idée de base, c'était de dire, pour exécuter cette stratégie Digital Europe, on a besoin d'amener de la confiance des utilisateurs dans les services et donc dans leur protection de leurs données personnelles. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec tous les mouvements qui bougent autour des réseaux sociaux, de l'usage des données, etc. Il y a une appétence très particulière dans les populations européennes et peut-être spécifiquement françaises sur la privacy et la protection de ces données. Donc le RGPD s'impose à tous et a entraîné des initiatives cyber, mais ce n'est pas suffisant. Et il y a un sujet d'imposer à des entreprises qui sont parfois dans des développements très rapides, qui sont dans une course à la compétition, de prendre en compte la cybersécurité au plus tôt dans leur design. Je parlais tout à l'heure d'objets connectés. Si on parle du marché du véhicule autonome, le sujet, c'est d'attraper, de prendre le marché le premier avec de l'innovation, etc. Et donc, forcément, on peut imaginer que les sujets de cybersécurité ne sont pas forcément dans la priorité de la roadmap d'une startup quand on voit les enjeux de développement de fonctionnalités. Et donc, les directives qui sont en train d'être mises en place, aussi bien la directive Nice que le Cyber Act, qui est également un règlement qui s'impose à tout le monde, sont là pour décliner des contraintes quand même réglementaires, imposer des schémas de sécurité et puis définir des schémas de cybersécurité, de certification et de qualification des solutions au niveau européen qui respectent nos besoins spécifiques sur ce marché-là. Et donc, tous ces éléments-là contextuels au niveau de la stratégie européenne ont des impacts et des déclinaisons qui font qu'aujourd'hui, typiquement si on regarde ce qui se fait en France, on sait qu'on a un écosystème qui est très mature en termes de cyber. Ça fait des années qu'il y a des experts en cybersécurité reconnus en France. On a à la fois des embryons industriels, enfin je les appelle embryons, mais plutôt des capacités industrielles fortes autour de
la cryptographie, de la détection d'attaques, même de ce qu'on appelle donc le white hat hacking, etc. Donc les capacités vraiment cyber très très fortes. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a décidé de soutenir voilà, l'exécution de cette stratégie cyber, à la fois en exploitant les capacités dont on peut disposer en France, en les aidant à se développer, mais également en exécutant les contraintes européennes, qui est de lever un petit peu la barre en matière d'exigences cyber sur l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, c'est un premier axe, je vais aller rapidement sur le sujet, qui est vraiment cette stratégie de développement européen, et on a vraiment besoin après de déployer l'utilisation de nos solutions, de nos technologies au niveau européen comme un marché pour imposer nos standards et notre vision et pas la subir d'autres plaques géographiques. Puis il y a un deuxième contexte qui est important, qui nécessite la mise en place vraiment de mesures de cybersécurité importantes et le développement de capacités. C'est un petit peu le contexte géopolitique et économique, où on voit de plus en plus à la fois d'États et d'organisations mafieuses bouger sur le terrain de la cybersécurité, exploiter ça soit pour développer une forme de suprématie économique exploitant du renseignement récupéré par la cyber, ou en déstabilisant des industries complètes par des attaques cyber quand on regarde le volet étatique, et puis un développement mafieux quand même extrêmement important, dont on identifie quand même des retours sur investissement extrêmement élevés dans les attaques, alors les plus connues de ransomware, mais d'attaques qui sont de plus en plus poussées sur les environnements à la fois industriels, les fournisseurs de services, mais aussi directement les infrastructures sous-jacentes dans les États, sur lesquels aujourd'hui le bénéfice-risque est extrêmement bénéfique pour ces organisations malveillantes et passe des marchés, on va dire, plus traditionnels de la drogue ou autre, etc., avec un risque physique d'être attrapé, à quelque chose où finalement on bénéficie d'une faiblesse de coopération, de coordination, de zones grises en termes de réglementation, etc., qui fait que ces organisations se développent fortement face à des acteurs qui sont peu sensibilisés. Donc, il y a un axe également ici de développement de la prise de conscience, de développement capacitaire non seulement pour les grands groupes, hein, Olivier est présent et bien conscient de ce qui se passe dans son environnement, mais aussi pour les PME et cet écosystème économique extrêmement développé et dynamique qui aujourd'hui est un petit peu démuni parce qu'il a peu de moyens à consacrer à la protection. Merci Alexis. D'ailleurs, c'est un des points qu'évoquait William Leca dans la feuille de route, justement pouvoir adresser ces petites structures qui ont absolument aussi besoin d'être accompagnées. Merci Alexis. On reviendra sur plusieurs des points que tu as évoqués et notamment dans la préparation de cette stratégie, comment est-ce qu'on utilise ces différents éléments pour aller plus loin et puis finalement pour converger vers l'émergence de cette troisième voie européenne qui est appelée des vœux de tous. Nathalie, peut-être développer un petit peu et surtout partager ta vision de ces enjeux et puis des leviers à dépasser pour voir émerger réellement le développement de cette stratégie cyber à l'échelle européenne. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je rebondis sur mes prédécesseurs et le discours de chacun d'entre eux qui vraiment rentre dans le cœur du sujet. En tant qu'entreprise, on va dire constructeur logiciel, sur la partie sûreté, cybersécurité, nous nous rendons compte de plus en plus que les enjeux sont majeurs à ce niveau-là. Et il appartient à chacun d'entre nous, et j'insiste vraiment, il appartient à chacun d'entre nous pour l'avenir de prendre conscience justement de ces enjeux de cybersécurité. Et ça passe notamment, comme mes prédécesseurs l'ont stipulé, ça passe par l'enjeu économique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que pour faire certaines économies sur de la vidéo ou du contrôle d'accès ou autre, certains sont capables d'utiliser des produits qui ne sont pas cyber sécurisés et qui ne rentrent pas dans certaines normes, notamment européennes aujourd'hui, voire françaises, puisque, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, on a la chance d'avoir des institutions type ANSSI et autres qui veillent au grain, si je puis dire. Donc,
c'est extrêmement important de s'imprégner de tous ces éléments-là et de dépasser justement ces peurs de l'investissement. L'investissement qui sera mis en place aujourd'hui va venir pérenniser les enjeux de demain. Il faut vraiment prendre conscience de ça sur la partie notamment européenne. Alors, Genetec, bien sûr, on rayonne sur la partie nord-américaine, comme chacun le sait. Donc, on est déjà bien imprégné, puisque les Américains, entre autres, et Genetec s'est grandement positionné, ça a fait beaucoup de bruit dans la démarche ces 5 dernières années. On s'est clairement positionné face à un contexte, on va dire, de produits sur d'autres plaques géopolitiques qui ne seront plus autorisés au sein de notre logiciel en intégration pure. Donc voilà, c'est un positionnement qui est très fort, mais voilà, nous on pense sincèrement et réellement qu'il faut jouer la transparence entre partenaires. Ça va être un des leviers justement de pouvoir partager cette information, mais de réellement la partager, c'est-à-dire qu'à un niveau de développement pur et dur R&D, chez nous, nous avons 800 collaborateurs qui développent en permanence des solutions de sûreté, sécurité, de cybersécurité, et nos enjeux sont extrêmement importants pour l'avenir. Et nous ne voulons plus intégrer des produits qui, eux, ne jouent pas la transparence, voilà, qui ne nous permettent pas d'avoir de réels échanges. Je te divulgue mon secret, tu me divulgues ton secret pour qu'il y ait une réelle intégration complète de chacun des matériels. Ça, c'est extrêmement important. Comprendre pourquoi on doit s'appuyer demain sur les bons partenaires en Europe. On a la chance d'avoir des industriels qui sont aujourd'hui à la pointe de la cryptographie, d'avoir voilà, des entités et des sociétés qui sont capables de venir rayonner dans le meilleur de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, appuyons-nous sur ces sociétés-là, que je parle de lecteurs de badge, par exemple, ou autres. Ça, c'est extrêmement important. N'allons pas pérenniser et introduire les failles qui viendront exploiter les systèmes par la cybersécurité de demain. Ça, c'est extrêmement important. L'éducation, on l'a vu également, Alexis en parlait, l'éducation et la formation des décisionnaires de demain, c'est notre rôle. C'est passer par les consultants, passer par les bureaux d'études, passer par les clients finaux hein, de grands groupes et autres pour pouvoir avancer les uns les autres et prêcher la bonne parole, pour pouvoir marteler que voilà, c'est un enjeu extrêmement important. On l'a vu au travers de cette crise sanitaire d'aujourd'hui, nous avons subi plus qu'autre chose cette crise-là. Nous rentrons, on le sait d'ores et déjà, dans d'autres crises et la crise de demain sera certainement la cybersécurité. Et préparons-nous, mettons tous les outils nécessaires en place avec les bons partenaires, créons une véritable alliance européenne pour pouvoir justement répondre à ces enjeux de demain. Voilà, ça fait partie des sujets qui sont extrêmement importants et avoir cette vision de créer un véritable collectif pour nous en termes d'entreprise et s'entraider les uns les autres en termes d'entreprise, s'appuyer sur les meilleurs en la matière, se faire confiance. On parlait tout à l'heure de climat de confiance, c'est extrêmement important, mais il faut vraiment le mettre en place aujourd'hui parce qu'après, il sera malheureusement trop tard. Je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous d'en prendre réellement conscience et de pouvoir investir malgré tout du mieux qu'on pourra, mais développer tous ces budgets qui vont nous permettre justement de pouvoir nous protéger au mieux par rapport aux enjeux et aux attaques de demain, quoi. Merci beaucoup Nathalie. Alors effectivement, on a bien entendu la confiance, le partage à nouveau qui revient. Un point clé sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure ensemble, qui est évidemment les compétences et l'humain, qui sont absolument essentiels et au cœur des enjeux, puisque la cyber n'est évidemment pas uniquement un sujet de techno et de mathématiques, même si on a, c'est officiel, le plaisir de compter l'université Paris-Saclay parmi les meilleurs, si ce n'est la championne au niveau mondial. On peut quand même être fier aussi
cette belle réussite collective, et puis aussi des décisions courageuses, Nathalie, parce que le choix de l'éthique et de la confiance n'est peut-être pas le choix le plus simple dans cette guerre économique que l'on connaît, qui était évoquée notamment par Alexis tout à l'heure, avec ce jeu des plaques qui s'opère, et un contexte géopolitique qui est déjà compliqué, et compte tenu de la crise sanitaire que l'on vient de vivre et qui n'est, rappelons-le, pas encore terminée, les choses sont certainement loin d'être pacifiées. L'avenir nous le dira. On reviendra sur ces sujets, Nathalie. Merci d'avoir partagé ces premiers éléments avec nous. Olivier, j'aimerais qu'on échange peut-être avec toi sur des enjeux qui sont aussi importants et qui a été un peu, certains ont été soulignés par Alexis, et notamment la sécurité embarquée, qui est un des points très importants. Le décommissionnement également, la dématérialisation, un post-Covid-19, je parlais à l'instant de cette crise. Et puis évidemment, derrière tout cela, l'une des finalités qui est la résilience, absolument cruciale. D'accord. Alors, effectivement, je vais avoir bonjour à tous, tout d'abord. Je vais avoir une approche plus, effectivement, utilisateur final, hein, et on en a parlé un peu. Comme l'a expliqué Alexis tout à l'heure, pour les entreprises ou les groupes qui sont assujettis à des orientations structurées par la réglementation sur les environnements critiques, donc je pense à la loi de prévention militaire, évidemment, l'ensemble de ces règles qui sont implémentées maintenant depuis quelques temps ont perduré pendant cette période-là, et il en est de même pour les acteurs de services essentiels, donc tout ce qui touche la directive Nice. Tout ça, c'est une toute petite partie de l'activité des entreprises. Et comme on le voit aujourd'hui dans le deuxième volet, donc je pense qu'avant la crise cyber, on va avoir une crise économique. Enfin, j'espère que la crise cyber n'arrivera pas trop vite. Et donc, à ce titre-là, la problématique des entreprises, c'est aussi d'être capable de pouvoir perdurer dans un environnement dans lequel il y aura moins de moyens et potentiellement des choix à faire sur ce qui sera sacrifiable ou ce qui ne sera pas sacrifiable. Le deuxième point, puisque le thème, c'est de faire de la stratégie sur le thème de ce webinaire, c'est qu'on va quand même se baser sur les enseignements qui se sont imposés à nous récemment et sur les enseignements qu'on en tire. Donc là, on a beaucoup parlé des investissements du build, mais il faut aussi tenir compte de ce qu'on vient d'apprendre. Et ce qu'on vient d'apprendre, alors, ce n'est pas le système embarqué, c'est carrément les systèmes nomades. C'est qu'on vient de se rendre compte qu'on a eu, alors pour certains d'entre nous, on était prévenus un petit peu en avance de ce fameux week-end par rapport aux problématiques de confinement. Et donc, on a eu une problématique dans laquelle, pour une entreprise comme la mienne, dans laquelle il y a 170 000 à peu près personnes, on a dû confiner une grosse partie du personnel en 3 ou 4 jours. Et ce personnel, pour pouvoir continuer à travailler, a dû passer sur un mode totalement numérique. Et donc, on se retrouve à un instant T avant avec 80-90% des gens qui sont plutôt dans l'entreprise, et après avec 80, 90 000, 100 000 personnes qui doivent accéder en concurrent à un système d'information depuis l'extérieur. Et ça, ce n'était pas forcément prévu, même si les prémices de ce type d'infrastructure avaient été mises en œuvre lors des grèves de décembre et dans lequel il y avait cette problématique à traiter. Le deuxième point par rapport à ça, donc vu du point de vue de la cybersécurité, c'est que jusqu'à maintenant, on était dans une approche traditionnelle qui consistait à dire, qu'Annecy a beaucoup porté d'ailleurs, on protège ce qui est le plus critique dans les environnements totalement maîtrisés, et ce qui est en nomadisme, on fait attention à ce qui est exposé dans le nomadisme. Et là, dans le contexte dans lequel on s'est retrouvé, ce qui s'est retrouvé du côté du nomadisme était beaucoup plus important en termes de capital et de processus à protéger et en termes d'impact. C'est-à-dire que la question n'était pas de discuter avec les directions des systèmes d'information, mais avec les directions métiers sur la manière avec laquelle on peut continuer les activités. Donc, en ce qui nous concerne, produire de l'électricité, je pense que tout le monde a constaté que ça a été le cas, la distribuer et faire en sorte que tous les services énergétiques soient toujours délivrés. Donc ça, c'est le premier aspect sur les enseignements. Et du coup, ça nous a amené deux choses, si je rebondis sur le thème sur lequel on est aujourd'hui, sur l'innovation éthique, c'est que du point de vue de l'innovation, il va falloir décommissionner les environnements qu'on avait construits pour protéger l'interne, de manière à protéger d'une manière différente l'externe. Tous les produits n'existent pas forcément, et comme viennent de l'expliquer mes prédécesseurs dans cette table ronde, il y a des choses à faire, il faut avoir de la transparence, il faut que l'ensemble des acteurs puissent fournir ce type de solution. Et il y a aussi toute la partie portage, en fait, des règles qui s'appliquaient avant dans l'entreprise et qui maintenant vont s'appliquer chez les gens ou dans des environnements beaucoup plus flexibles quand ils viennent dans les environnements professionnels et qui ne seront pas forcément leur bureau in tutte personae qui leur a assigné.
Et à ce titre-là, vous avez deux sujets. Un sujet qui va paraître évident, je pense, à l'ensemble de l'auditoire, c'est le droit du travail. On n'a pas le droit de faire travailler des gens pendant 20 heures par jour, ce genre de choses. Donc, comment on va vérifier ça quand les gens ils sont chez eux? Comment on va les protéger aussi par rapport à leur exposition au risque? Et le volet numérique de cet aspect-là, il est dans la cybersécurité. Et donc, comment on va faire pour contrôler le fait qu'ils ne s'exposent pas à des risques, pour réagir par rapport à ces éléments-là, et pour aussi avoir des réponses à incidents comme on fait dans une entreprise. Sauf qu'on rentre dans un sujet dont on a parlé sur d'autres applications récemment, dans la sphère du domaine privé. Et donc là, on tombe dans l'éthique et la déontologie, jusqu'où on va surveiller les environnements personnels, ce qui est à la marge du professionnel. Est-ce que si la personne elle est attaquée, on protégera que son environnement professionnel, ou aussi on se permettra pour son compte de répondre à sa sphère d'attaque sur son environnement personnel, et éventuellement, quels seront nos moyens de réponse par rapport à ces biais-là vis-à-vis des attaquants. Et tous ces éléments-là sont une nouvelle donne qui se discute, en tout cas chez nous, directement au niveau du COMEX. Et l'interaction que j'ai, elle est vraiment au niveau des métiers, de la direction juridique, de la DRH et des membres du COMEX pour les patrons métiers, de manière à définir quelle va être notre posture dans ce monde d'après. Et là, ça a une prégnance assez forte au niveau stratégique. Olivier, merci beaucoup. Alors, il y a des éléments que tu évoquais qui me font effectivement aller vers aussi la deuxième partie, c'est quelle stratégie cyber on va porter en intégrant l'ensemble des éléments. Vous avez déjà suggéré, puisque c'est eux qui doivent nous porter vers une évolution et un renforcement de cette stratégie cyber qui est un appel à vœux très fort et encore une fois au niveau européen. Olivier, dans ce que tu évoquais, on voit effectivement qu'il y a une nouvelle donne qui s'installe hein, de par ces nouveaux usages, cette crise, des évolutions dans le monde de l'entreprise qui interviennent. Il y a une véritable prise de conscience. Bon, on est dans une entreprise extrêmement structurée, dimensionnée, qui a des obligations évidemment très fortes de par la nature évidemment critique de son activité. Tu évoquais des échanges directement avec le COMEX qui se saisit évidemment de ces sujets et où il y a une appétence à la thématique, je dirais presque dans l'ADN by design. Ça n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui de toutes les entreprises, qu'elles soient en France, en Europe ou ailleurs pour des raisons X ou Y. Et il y a un point qui est évoqué par Nathalie tout à l'heure, qui est cette prise de conscience, l'intégration de cette nécessité d'intégrer la cybersécurité au niveau stratégique, d'avoir une approche globale de cette thématique. Et tu le disais à l'instant, Olivier, de pouvoir échanger avec le juridique, avec les métiers, vraiment avec les RH, l'ensemble des acteurs de l'entreprise qui doivent intégrer et porter cette stratégie cyber de l'entreprise qui est absolument essentielle. Je le disais, ça n'est malheureusement pas le cas. Il faut qu'il y ait une évolution de posture, d'approche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont, je dirais, les pistes que tu peux peut-être insuffler ou donner pour effectivement qu'il y ait cette nouvelle approche qui émerge, parce que ça va être le point décisif pour que cette stratégie essaime dans toute la société. Alors Mélanie, oui, je te rejoins complètement, puis tu le sais, je rebondis souvent sur tes écrits, j'adhère complètement à ton analyse sur ce point-là. Alors déjà, il y a chez EDF, c'est vrai que ça a été pris en amont, c'est-à-dire que le groupe EDF a été me chercher il y a 6 ans en tant qu'ex de l'ANSSI, puisque je gérais le bureau conseil à l'époque de Patrick Payoux, ex de Bercy, et donc à ce titre-là, ils ont été chercher plutôt un sachant dans le domaine de la cybersécurité. Et la raison pour laquelle j'ai été nommé dirigeant il y a presque 3 ans maintenant, c'est pour cette raison-là. C'est de manière à amener une dimension plus stratégique et pas simplement une dimension de garantie de moyens, ce que faisait le RSSI traditionnel il y a 4-5 ans. Et donc, à ce titre-là, ça devient stratégique. Et malheureusement, je suis d'accord avec toi, dans beaucoup d'entreprises, encore aujourd'hui, et même chez quelques acteurs du tissu des offreurs, on constate qu'il y a une approche qui est très axée sur la stratégie du système d'information. Et en fait, la problématique, elle n'est pas sur la stratégie du système d'information, mais vraiment sur la stratégie de l'entreprise. La question de l'entreprise, et c'est bien ce qui s'est passé dans la cybersécurité, dans les derniers éléments dont je viens de parler, c'est qu'elle veut continuer à exercer son activité. C'est d'ailleurs la définition dans la LPM d'une activité d'importance vitale. C'est une activité qui est vitale pour la France et qui doit perdurer quoi qu'il en coûte. Donc, c'est bien ça qu'on étend sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Et du coup, une direction de la stratégie d'un groupe, s'il y en a une, l'ensemble des orientations du groupe par rapport à la posture qu'elle va prendre vis-à-vis de la practice de cybersécurité. Est-ce que c'est juste pour des besoins internes, des besoins externes? Est-ce qu'elle a besoin de revendre ou de fournir ce type de service dans ces écosystèmes? Comment elle gère son entreprise étendue? Et le fait qu'il y a une vision commune et coordonnée et concertée de la manière
avec laquelle elle va répondre. Donc, tous ces éléments font partie de la nouvelle donne sur la manière avec laquelle on intègre la cybersécurité. Et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas encore parfait aujourd'hui. Il y a un deuxième aspect qui rejoint le deuxième aspect sur les relations avec l'État et la partie réglementation. C'est comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'activités qui n'ont pas été conçues pour être gérées à distance et pour être numériques. Maintenant, si on tombait dans un environnement un peu plus agressif que celui qu'on a eu avec le Covid et un peu moins agressif que celui qu'on a avec Ebola, qui va tellement vite qu'il n'a pas le temps de prospérer très rapidement, il faudrait peut-être envisager aujourd'hui, et c'est des réflexions à mon avis qu'il y a chez un certain nombre d'acteurs critiques, la capacité à pouvoir se déporter aussi sur la maîtrise de ces environnements extrêmement critiques, puisqu'on sera peut-être plus en mesure de pouvoir laisser les gens se déplacer sans les mettre dans un extrême danger. Et donc ça, c'est un des éléments sur lesquels il va falloir avoir des réflexions, notamment sur ce que ça va impliquer en termes de nouveaux produits très critiques et très souverains, on va dire, et sur la manière avec laquelle on peut l'autoriser ou pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, au niveau de la réglementation. Donc ça, je pense que c'est un des éléments qui s'invite à nous. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi tirer l'enseignement de tout ce qui est imposé et ce qui doit s'harmoniser, de manière à ce que les différentes structures s'imprègnent de l'objectif qui consiste à traiter le risque au niveau stratégique, et c'est bien ce que dit la LPM et la directive de Nice à travers la démarche de l'homologation. Et pour pouvoir faire ça, moi je pense qu'il serait de bon ton, surtout que j'ai cru comprendre que l'ENISA travaillait sur une directive Nice V2 pour la fin de l'année 2020, donc c'est demain, la fin de l'année 2020, sur quels sont les résultats de la directive Nice V1, comment elle s'est appliquée dans les différents pays, quels sont les enseignements qu'on en a tirés, quelles sont les conséquences qu'on tire de la Nice V1 pour pouvoir faire la Nice V2. Et tous ces éléments ne semblent pas avoir été communiqués aujourd'hui. Et enfin, et je rejoins totalement ce qui a été dit avant et notamment ce que disait Alexis, il y a vraiment un besoin, et on se croise beaucoup dans d'autres cercles, il y a un besoin de relations de confiance, de cercles de confiance, y compris au niveau opérationnel. Et donc, même l'ANSSI supporte dans le sens anglais, accompagne bien ces dynamiques. Et donc, la dynamique publique-privée, industrielle, client doit être complètement fluide, doit opérer dans un espace de confiance. Et à ce titre-là, tout ce qui est gestion du cercle de confiance permet de faire de l'efficacité dans l'intercercle, permet de pouvoir réagir aux acteurs qui s'est fait attaquer et qu'il y a des conséquences sur ses clients ou sur ses fournisseurs et qu'il faut très rapidement accéder à des données sensibles de l'entreprise qui est attaquée de manière à protéger les écosystèmes. Et donc, tous ces éléments ne peuvent fonctionner que si on a des cercles de confiance, des petits cercles entre acteurs qui font circuler ces informations au niveau stratégique et au niveau opérationnel, parce que l'opérationnel est de plus en plus un élément sous-jacent à la stratégie de l'entreprise et à sa posture. Effectivement, merci beaucoup Olivier. Puis peut-être un point de vigilance à rappeler et voilà, on peut peut-être compter sur ceux qui nous suivent et l'ensemble de la communauté pour diffuser les éléments sur le fait évidemment de ne pas baisser la garde et surtout de ne pas baisser sur cette importance de la cyber malgré les choix qui vont devoir être opérés. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Il va y avoir forcément des priorités compte tenu de la situation qui nous attend et notamment à la rentrée avec un bouleversement économique et social qui est attendu et qui sera malheureusement pas dans le positif. Et on voit notamment une étude Wavestone qui est sortie il y a quelques jours et qui fait état justement d'entreprises qui envisagent d'ores et déjà de geler des projets de cybersécurité, voire de diminuer les budgets qui étaient initialement consacrés compte tenu des priorités et de la revalorisation sur les événements qui sont annoncés. Donc effectivement, une vigilance qui doit rester de mise pour ne pas finalement que je dirais la deuxième vague de la Covid-19 soit effectivement celle que l'on connaisse en matière de cyber. Si on baisse trop la garde, on risque de s'exposer à des risques encore plus multiples. On a vu les cyberattaques se multiplier pendant cette crise également. Olivier, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, juste réagir et abonder dans ton sens. J'ai beaucoup de discussions avec Véronique Lacour, qui est ma patronne au COMEX, justement sur cet aspect-là, parce qu'elle est aussi patronne de toutes sortes d'activités, et notamment de la partie numérique. Et donc, en ce moment, les discussions qu'on a, c'est quel choix faisons-nous sur ce qu'on repousse ou les renoncements qu'on a au niveau des grands projets numériques, des grands investissements qu'on avait décidé de faire, et
quels sont les choix, et c'est là qu'il faut que les acteurs de la cybersécurité soient sérieux, qu'on maintient coûte que coûte au niveau de la cybersécurité pour se protéger, et donc au détriment des collègues, de la stratégie de l'entreprise, des activités qui étaient tout aussi cruciales. Et donc à ce titre-là, il faut aussi qu'on ait une responsabilité en privilégiant la cybersécurité, en tout cas c'est le choix qu'on a fait nous, mais en même temps en respectant le fait que les investissements doivent être efficaces et extrêmement justifiés, de manière à ne pas pénaliser inutilement d'autres acteurs de l'entreprise. Merci beaucoup, Olivier. Nathalie, peut-être que l'on peut revenir sur l'un des points, et on parlait beaucoup des collaborateurs avec Olivier parce qu'ils sont absolument essentiels. Et dans le monde de la cyber, évidemment, eh bien, l'humain, il est essentiel, et surtout pour innover et pour mettre de l'éthique dans tout ce que l'on évoque. Rappelons quand même à toutes fins utiles que la technologie, jusqu'à preuve du contraire, reste un outil et n'est pas éthique en soi. En revanche, c'est dans les algorithmes, dans les créations, dans les innovations et dans ce que l'humain entend faire en termes d'innovation pour demain. C'est bien lui qui va impulser cette dynamique de l'éthique et de la confiance, et donc de l'éthique évidemment by design, mais aussi de l'éthique des usages, on en a parlé hier, et puis de l'éthique sociétale, c'est-à-dire l'implication, les impacts de ces technologies sur notre société. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc là, on en vient évidemment à la question du recrutement et des talents. On sait que les puissances de demain seront celles des talents. Aujourd'hui, on manque de beaucoup de compétences dans le monde de la cyber. On peine à recruter malgré l'essor du secteur. Et ça, c'est évidemment l'un des points clés de la stratégie qui doit être celle de demain. Alors, comment on fait pour motiver les jeunes générations à nous rejoindre? Est-ce que peut-être que l'éthique, finalement, peut aussi être un axe qui leur parle à ces jeunes qui appellent aussi à donner plus de sens à ce qu'ils font? Complètement, oui, Mélanie. Comment donner envie aux jeunes de demain? On s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la même sensibilité qu'on a pu avoir, nous, dans les années précédentes. Ils se posent des questions, ils s'interrogent différemment, ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans une entreprise. On le voit bien puisqu'ils sont capables de refuser certains salaires, entre guillemets, pour venir conforter une façon de faire dans l'entreprise, une façon d'exister dans l'entreprise. C'est ce qu'ils nous disent. On a la chance de pouvoir recruter nombreux de ces jeunes en ce moment. Et on s'aperçoit qu'on n'est plus la génération, ils ne représentent plus cette génération à la Apple, entre guillemets, où on venait faire des lignes de code à longueur de journée en jean basket et manger des hamburgers. Aujourd'hui, ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin d'exister au travers de leur job, ils ont besoin d'apporter un sens moral à ce qu'ils font. Et on le voit parce qu'ils font partie de cette génération de l'écologie, cette génération du tri sélectif, etc., etc. Ils sont très, très sensibles à cette notion. Qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'entreprise et au monde de demain, au travers notamment de la cybersécurité, mais pas que. Et qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir m'apporter en un autre sens, c'est-à-dire cette question de confiance d'un côté et d'éthique de l'autre. Si chacun de nos collaborateurs, et Dieu seul sait si chez nous on y fait très attention, hein, on signe un code d'éthique quand on rentre chez Ginetech, donc voilà, faut le savoir, ça fait partie des priorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'engage à engager des paroles positives et à avoir une certaine éthique, qu'elle soit sur la façon d'utiliser nos outils en mode nomade, justement. On est très sensible à tout cela. On a créé des salons Connect DX, etc., beaucoup de salons virtuels, etc., où nos partenaires et nos clients finaux sont invités. Donc, il y a énormément de monde connecté sur ces plateformes. Donc, on sait pertinemment que ça peut faire partie des attaques importantes. Donc, voilà, il y a des codes déontologiques qui ont été mis en place au sein de l'entreprise, au sein de nos partenaires également. Ils signent des chartes avec nous pour pouvoir sécuriser ce monde-là, ne pas utiliser certains outils, privilégier des outils de cyber avec de la sécurité intégrée. On est très, très, très à cheval sur ces codes-là. Donc,
on est conscient aujourd'hui de pouvoir apporter ces éléments-là en matière de technologie à nos utilisateurs et donc aux jeunes de demain. Et eux, dans un autre sens, sont conscients qu'ils vont pouvoir y gagner parce qu'ils vont pouvoir développer ce monde de demain. Ils vont participer pleinement à cette création de la matière de demain. C'est-à-dire, je viens créer un objet quel qu'il soit, je viens participer avec son enveloppe éthique, avec cette confiance interpartenaire européenne, avec ou mondiale, avec cette décision de pouvoir appartenir au savoir-faire de demain. Ils viennent intégrer complètement cette atmosphère et cette bulle dans lesquelles ils sont complètement sensibilisés aujourd'hui. Et on voit bien qu'ils sont de plus en plus demandeurs ils sont de plus en plus conscients de tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux et autres, et ils sont demandeurs d'être protégés aujourd'hui et de participer à cette protection de demain. Et ça, c'est une prise de conscience qui est extrêmement importante au travers de ce qui sera la future génération et de ceux qu'on est en train de former dans les divers campus qui ont forte notoriété dans le monde entier et dont on a la chance d'avoir en France aujourd'hui. Donc, cette façon de parler de l'humain et d'avoir mis au cœur de notre société et de mettre de plus en plus au cœur de notre société, dans nos entreprises, l'humain, l'éthique de chacun des êtres qu'on va venir embaucher et lui faire prendre conscience que nous, on peut lui apporter une partie d'innovation, une partie, on va dire, matériel ou logiciel, mais lui et lui seul pourra engager les enjeux de demain au travers de sa responsabilité et au travers de ce qu'il va véhiculer pour vis-à-vis des clients finaux, vis-à-vis des consultants également. Ça, c'est extrêmement important. Donc, donner un sens à ce qu'ils vont faire demain pour amener nativement, j'insiste, nativement en eux cette notion de cybersécurité. Merci Nathalie. Effectivement, on comprend aussi que finalement cette éthique devient une culture au sein même de l'entreprise et qu'elle doit se distiller évidemment partout parce que ça n'est pas uniquement l'apanage de l'informaticien ou du service informatique. Il faut absolument dépasser ce cadre et puis évidemment former, je dirais, jusque dès le plus jeune âge. C'était effectivement dans les projets partagés par de nombreux parlementaires notamment qui ont appelé à ce qu'il y ait une éducation au numérique et à la sécurité du numérique dès la primaire. Et on voit effectivement qu'au niveau de l'éducation nationale, ça bouge dans ce sens et c'est encore un signal fort et positif. Il faut être optimiste en cette période. William Lecas, j'aimerais qu'on revienne peut-être avec vous sur un des points que l'on a évoqué depuis tout à l'heure et que vous avez souligné en introduction sur les enjeux de financement et d'investissement. Alors, on parle d'investir dans le capital humain, qui est absolument vital en matière de cyber. Il faut aussi des investissements et des financements pour que les entreprises puissent développer ces innovations en y mettant de l'éthique, en intégrant évidemment donc générant de la confiance, mais tout ça. Alors, on parle beaucoup de valeurs et de compétences et d'excellence même pour la filière française. Néanmoins, on est quand même dans un contexte de guerre économique avec des pays qui ont effectivement des stratégies très agressives. Ils ont aussi beaucoup de compétences et de très bonnes technologies. Il faut quand même le reconnaître. Et on pense évidemment aux Américains, aux Chinois, mais aussi à l'Inde qui travaille beaucoup, dont on parle peut-être un petit peu moins mais qui est très très active et qui est à surveiller. Évidemment la Russie et puis des plus petits pays, mais qui sont aussi très puissants comme Israël. William Lecas, j'ai envie de vous demander pour cette stratégie cyber de demain, la France, l'Europe, qu'est-ce qu'on fait en matière de financement, qu'est-ce qu'on fait en matière d'investissement pour être en capacité d'avoir les moyens de nos ambitions, parce qu'effectivement les ambitions sont assez fortes. Tout à fait. Alors, bon, tout d'abord, il faut quand même constater que l'investissement en cybersécurité en France se développe de manière assez prometteuse depuis quelques années. On a de plus en plus de fonds d'investissement tech, deep tech, numérique qui s'intéressent à la cyber pour diversifier leur portefeuille. C'est principalement centré sur des séries A, donc on est sur des tickets entre 1 et 5 millions d'euros,
c'est des créneaux où les startups commencent à avoir leurs premiers clients et ont des débuts de chiffre d'affaires. Il y a aussi des discussions pour consolider les écrans d'après, donc des séries B, des séries C, donc sur des tickets un peu plus gros, 10, 15 millions, 50 millions. On sent que plus on va monter, de toute façon, plus ça va être une affaire européenne. Et pour avoir la masse critique, il faudra avoir un peu de rassemblement européen et des fonds à vocation pas que français pour pouvoir faire face aux fonds américains ou même chinois, israéliens. Et tout ça, c'est extrêmement positif, cette dynamique qu'on observe en France depuis quelques années. Mais aujourd'hui, le point le plus dur que j'ai pu constater, c'est la difficulté de financement pour les startups entre leur création et justement l'acquisition de ce premier client. C'est un créneau qui est globalement extrêmement risqué, quel que soit le domaine. Il y a quelques facteurs aggravants en cybersécurité. D'une part, le fait que le temps d'acquisition de ce premier client pour une startup en cyber est relativement long. On parle d'un ordre de grandeur de 3 ans. Et en plus, le domaine de la cybersécurité bouge très vite. Donc, ça rend un petit peu ces délais incompatibles avec l'innovation dans certains cas. Et quand on compare ça avec des pays comme les États-Unis ou Israël, sachant que ça peut être un peu plus compliqué pour comparer avec la Chine parce qu'on a moins de données, mais on constate deux choses. Premièrement, on a des investissements plus tôt. Dans certains cas, ils sont plus massifs, mais c'est surtout qu'ils sont plus tôt et qu'ils s'enchaînent plus rapidement ensuite. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est un lien beaucoup plus étroit et naturel entre des grandes entreprises, et même des ETI, et des startups autour de l'innovation. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'on n'a pas forcément côté France et Europe, de se tourner vers de jeunes entreprises qui sont en création pour résoudre de nouveaux problèmes. Et je pense que là, ça évolue au fur et à mesure, mais c'est une tendance vers laquelle il va falloir qu'on se dirige si on veut vraiment pouvoir stimuler l'innovation. Et finalement, le constat, c'est que par rapport aux ambitions justement qu'on affiche en cybersécurité, on a encore trop peu de startups dans le domaine en France. Et c'est pour ça que dans le cadre du Grand Défi, on se propose de soutenir un projet de startup studio spécialisé en cybersécurité pour pouvoir fédérer différents acteurs autour de l'amorçage avec 3 grands objectifs. Le premier, c'est vraiment de stimuler l'entrepreneuriat, en particulier en le rendant le plus facilement accessible à des profils purement techniques. Parce qu'on l'a dit précédemment, hein, on est capable en France de produire des profils d'experts en cybersécurité en particulier, extrêmement compétents et reconnus largement. Eh bien, ces profils-là, il y en a un certain nombre qui sont attirés naturellement par l'entrepreneuriat, puis il y en a d'autres qui y pensent, mais qui peuvent être butés par d'autres aspects, des aspects commerciaux, les aspects marketing, les aspects administratifs. Là, l'idée d'un startup studio, c'est vraiment de les aider à gérer tous les aspects qui peuvent ne pas les intéresser pour stimuler au maximum l'entrepreneuriat. Le deuxième objectif, c'est d'apporter des financements en equity ou en non dilutif, dès le début des projets, au plus tôt, pour pouvoir déjà dérisquer et retomber sur le premier objectif de stimuler l'entrepreneuriat, et aussi de pouvoir accélérer rapidement la croissance de ces entreprises. Et le troisième objectif qui va aussi avec cette notion d'accélérer, c'est d'essayer de raccourcir le temps d'acquisition du premier client. Comme je l'ai un peu évoqué, le temps d'acquisition de ce premier client, il est relativement lié au temps d'accès à la première levée de fonds conséquente, à une série A. Et donc, c'est nécessaire de pouvoir réduire ces délais-là. Et quand on voit cet aspect-là sur l'entrepreneuriat en lien avec les travaux pour la consolidation et l'unification du marché européen en cybersécurité et la consolidation des investissements un peu plus late stage derrière, on voit que ça va permettre de stimuler encore plus l'innovation et l'ambition commerciale qui doit aller avec si on veut derrière pouvoir concurrencer des géants américains ou chinois. En tout cas, on espère que ça pourra avoir cet impact-là et encore une fois en visant d'adresser un marché européen aujourd'hui qu'on n'adresse pas souvent. Beaucoup de startups se disent quand je vais adresser un grand marché, je vais partir aux États-Unis. Bon, ça c'est dommage et on essaie de mettre en place tous ces éléments pour que justement les startups trouvent les financements et le marché côté Europe. William Lecas, j'ai une autre question, si vous le voulez bien, qui complète ce que vous venez d'évoquer. On parle beaucoup de start-up, on parle de foisonnement d'innovation. On a l'impression quand même que l'innovation se porte déjà plutôt bien en France avec un marché de la cyber qui compte beaucoup de PME et parfois même peut-être on a l'impression un peu trop
où effectivement on voit qu'elles ont du mal ensuite à passer à l'échelle. Et donc, il faut aussi pouvoir accéder à ce nouveau palier, entre guillemets, pouvoir s'adosser à des grands groupes si on veut demain avoir des leaders en capacité d'adresser des marchés qui soient de taille dont on voit bien l'ambition qui est portée par les acteurs français et européens sur les marchés sur lesquels ils ont envie d'aller. Au-delà de stimuler cet écosystème de start-up, est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez avec les autres acteurs, évidemment, de l'État pour accompagner ces PME et sur quelle dimension? Parce que finalement, si on a beaucoup de start-up mais qu'elles meurent au bout de 2-3 ans, et c'est un des risques qu'il faut accepter quand on lance une start-up, on le sait aussi. Néanmoins, il faut aussi qu'on pense à l'étape d'après, et donc notamment à ces PME qui doivent passer à l'échelle et pour lesquelles aujourd'hui c'est très 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 compliqué. Tout à fait. Alors déjà, c'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup moins en général des startups qui meurent que des startups qui se font racheter et par des fonds étrangers en particulier. Et on retombe sur le même créneau en fait du soutien aux PME, qui est comment on fait pour garantir cette croissance à partir d'un certain stade. Aujourd'hui, on est un peu limité. Ça revient sur les discussions autour de la consolidation, sur être capable de faire des séries B, des séries C, avoir des fonds d'investissement autour du build-up. Parce qu'on constate en cybersécurité qu'on a effectivement un certain nombre de PME, on a des grands groupes, et entre les deux, on a quand même très très peu, voire pas du tout, de TI. Et donc ça, c'est un problème structurel qui s'explique par plein de choses potentiellement. Bon, le domaine de la cybersécurité est pas le domaine le plus mature quand on compare par exemple à l'aéronautique ou à des domaines comme ceux-là. On sent qu'il y a une évolution et c'est encore en train de se structurer et d'avancer, de se développer. Mais il y a aussi cette problématique de financement. Quand aujourd'hui on a des grands groupes, enfin des grosses PME en cyber qui cherchent à passer à l'échelle, à devenir des ETI, on a pu constater que très souvent elles se tournaient vers des fonds qui étaient ni français ni européens pour pouvoir avoir cette croissance-là, parce que on leur proposait pas en France ou en Europe des possibilités. Ça change parce que déjà on a vu les choses se passer, donc on y a eu une prise de conscience. Ensuite, c'est un déroulé assez naturel de l'évolution du monde du financement, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on a les briques du début, la brique d'après d'être capable de faire du build-up devient de plus en plus nécessaire. Il y a une prise de conscience côté étatique aussi qui pousse pour avoir un fonds européen pour pouvoir gérer du build-up en particulier en cyber. Après, la difficulté, c'est vraiment quand on approchait cette question d'un point de vue juste français, on n'a pas forcément assez de deal flow pour monter un fonds spécifique parce que des boîtes en cyber, c'est quand même assez pyramidal et donc les PME qui peuvent prétendre à devenir des ETI, il y en a plus forcément énormément. Donc là, l'idée, c'est de se tourner encore une fois vers l'Europe pour augmenter le nombre de PME candidates et augmenter la quantité de financement pour pouvoir les aider et les soutenir à passer cette étape-là. Merci beaucoup, William. Alexis, j'aimerais qu'on évoque avec toi et qu'on développe un tout petit peu l'un des points que tu as évoqué tout à l'heure et notamment l'une des problématiques qui est revenue sur le devant de la scène avec cette crise de la Covid-19, qui est la dépendance. Évidemment aux acteurs extra-européens dans le monde de la santé, mais dans la communauté cyber, on sait aussi, et dans la communauté numérique, on sait aussi que cette dépendance est bel et bien réelle. Aujourd'hui, on parle d'enjeux de souveraineté, on parle d'autonomie stratégique européenne peut-être plus que jamais. Il y a d'un côté un réveil, d'un autre côté des actions qui suscitent quand même quelques interrogations sur l'intégration réelle du numérique et de la cyber au plus haut niveau stratégique. On a compris qu'il fallait créer une stratégie de réseau, une stratégie d'interdépendance. Alexis, est-ce que tu peux partager avec nous cette vision? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi cette stratégie de réseau, selon toi, est absolument vitale pour cette stratégie cyber européenne? Alors, déjà, je voudrais rebondir rapidement sur ce que disait William tout à l'heure sur le côté scale-up des PME et des ETI. Sur le sujet, on parle beaucoup de financement et de série A, série B. Je pense qu'il y a un sujet aussi d'écosystème et d'accompagnement à mettre en œuvre entre justement les PME, les grands groupes et tout cet écosystème. Par exemple, chez Atos, on a lancé lundi un programme qui s'appelle Scaler,
qui est un programme d'accélération sur l'écosystème des PME, axé sur 2 axes qui sont la cybersécurité et les empreintes carbone des entreprises et le côté développement responsable. Et je pense que ça, c'est un élément important. Il faut le regarder sous une forme d'écosystème. Il y a le problème du financement, mais il y a le problème de l'accompagnement des entreprises qui, quand elles sont PME, ont besoin d'exposer d'apporter un certain niveau de confiance, encore une fois, à leurs clients potentiels. Et l'écosystème industriel doit être là pour participer à ces éléments-là et parfois amener la caution, par exemple, du grand groupe sur l'innovation technologique en disant je prends aussi une part du risque et j'amène ces gens qui innovent et ils vont m'amener la valeur dont j'ai besoin, ou parfois je suis peut-être un petit peu plus lent que justement et un peu moins agile qu'une start-up. Donc voilà, je pense que c'est important de partager ça. Et en fait, quand tu parlais justement de ce sujet alors on mélange un peu tout, stratégie de souveraineté, notion de réseau, etc. Je pense que le premier élément, et pourquoi il faut avoir une stratégie de réseau, c'est qu'il faut aligner un petit peu la compréhension du sujet parmi tous les acteurs et parler d'une seule voix. Aujourd'hui, ce dont on manque, et si je commence au niveau français et puis qu'on le transpose après au niveau européen, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont foisonnants, qui veulent lancer des initiatives, mais aujourd'hui, on n'aligne pas suffisamment nos discours, nos planètes, et tout ça, c'est beaucoup d'énergie qui est perdue, et puis à la fin, ça se matérialise par quelque part un manque d'ambition. Je suis très heureux de voir le grand défi sortir. Je suis très heureux de voir des financements de startups où on dit qu'on va avoir des financements série A à 1 ou 5 millions. Et quand on compare avec ce qui se fait ailleurs, 30 millions d'euros de grand défi, c'est presque 3 cacahuètes comparé au financement que peuvent mettre les États-Unis ou les Chines dans le développement, ou Israël dans le développement de leur industrie de cyber et leur capacité de cyber. Et pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision partagée de notre ambition. Et si on avait un vrai mouvement politique qui disait « transformons la France en terre de cyber », soyons l'acteur européen qui amène l'innovation et le développement en matière de cyber pour amener la confiance dont on a besoin, et que ce motto-là était décliné à la fois sous forme d'une politique et sous la forme d'une exécution par tous les acteurs, industriels, étatiques ou autres, et ça, on arriverait à insuffler une certaine dynamique et puis décliner ça par de l'accès au marché, de la commande de technologies qui sont innovantes, qui vont financer par elles-mêmes la poursuite de cette innovation et le développement de ces compétences. Et donc, on a un vrai sujet initialement d'alignement. Alors, ça, c'est un sujet qu'on a décidé un petit peu de prendre en main depuis 3-4 ans au niveau d'Atos, en travaillant à la fois à la direction de l'Alliance pour la confiance numérique en France et à la création au niveau européen d'EXO, le European Cyber Security Organization, qui sont des organisations qui regroupent non seulement des industriels, mais aussi des utilisateurs et des étatiques, de manière à partager une vision et à pousser des messages. Et ça a eu beaucoup de succès, ça a été un peu compliqué, mais notamment au moment de l'élaboration du Cyber Act et quand on était dans la phase vraiment d'adoption par le Parlement européen de ce texte, pour justement l'orienter sur une vision européenne, une vision justement de défense de nos intérêts pour amener une certaine justement notion de souveraineté européenne qui va permettre d'accélérer cette digitalisation. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup d'initiatives sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont plein de bonne volonté et je pense qu'on a besoin de créer ce réseau-là. Et c'est pour ça que je pense qu'Olivier mentionnait qu'on se voyait dans pas mal de cercles aujourd'hui autour de ça. Il y a une vraie volonté d'essayer d'aligner les discours, d'essayer d'aligner les planètes pour amener une prise de conscience. Et on n'en est pas encore au niveau où il faudrait. Je pense que il y a une volonté, et bien on le voit par le commissaire Thierry Breton, de faire prendre conscience du fait que le libéralisme très ouvert européen sur tous les sujets d'accès technologique, etc., finalement, peut, sur certains aspects qui sont liés à notre indépendance stratégique, ça peut nous desservir et qu'il faut avoir une approche un petit peu différente et qu'on a besoin aussi de se protéger un petit peu en tant qu'Europe face à
cette poussée assez forte qu'on peut voir venant des autres plaques continentales, parce que ce sont des enjeux de résilience. On parlait tout à l'heure de la crise du Covid. On a beaucoup parlé des initiatives type Gaia X autour du cloud, etc. La crise du Covid, elle a montré que finalement, et sur tous les domaines, hein, que ce soit de la fourniture de masques ou de la fourniture de solutions de cybersécurité ou de travail digital, les ressources mondiales sont limitées et que quand on a un vrai besoin de développement, de recentrage sur le télétravail ou autre, etc., bah, c'est un peu chacun pour soi, chacun se défend, et que bah, quand on n'a pas les capacités de production, on n'a pas la capacité de protéger son territoire et son activité. Donc on a eu finalement peu d'impact, heureusement, contrairement à ce qui s'est passé sur la fourniture de masques autour des systèmes digitaux, mais on a vu quand même une tendance aujourd'hui chez les grands acteurs de la fourniture du cloud à privilégier leur territoire national en termes de fourniture de ressources, en termes de provisionnement de ressources, etc. On a voilà, et la crise aurait été plus importante, et j'espère qu'elle ne va pas augmenter, on aurait pu se retrouver dans un déficit de capacité finalement de production et d'accompagnement de nos équipes sur le territoire européen. Et sur les sujets de cyber, c'est particulièrement criant aujourd'hui. On a de beaux acteurs hein, en France quand on regarde l'écosystème de la cyber, mais au niveau européen, ce n'est pas suffisant. C'est très morcelé. Il n'y a pas de stratégie un petit peu de développement capacitaire qui pourrait avoir lieu par zone en disant bah, typiquement, je sais pas, la France est très bonne dans la protection de la donnée, la cryptographie, le hacking éthique, etc. On pourrait en créer un pôle d'excellence autour de ce sujet-là, alors que dans d'autres régions, on a des capacités très fortes. Je pense par exemple à l'Estonie autour des sujets de la confiance par la blockchain dans un état digital, etc. Et bah, avoir une stratégie coordonnée au niveau européen pour développer ces clusters de compétences, exploiter ce savoir-faire et le déployer, par exemple, au niveau européen, aujourd'hui, c'est embryonnaire, c'est très compliqué et on a un déficit de capacité, de construction d'une vision et d'exécution. Donc, je suis un petit peu négatif quand je dis ça aujourd'hui. Quand on voit ce qui a été fait dans les 4 dernières années, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Le grand défi digital n'existerait pas s'il n'y avait pas eu quand même un niveau de prise de conscience. Mais aujourd'hui, on a besoin absolument de structurer, d'aligner la vision et les planètes pour parler d'une seule voix, à la fois à notre propre État, à nos propres décideurs politiques, pour qu'ils comprennent mieux. Il y a un vrai sujet d'éducation dans quelle direction il faut aller, que ça s'exécute en termes de stratégie industrielle, en termes de stratégie de formation des ingénieurs, d'accès au marché de ces jeunes et de les orienter dans le domaine de la cyber, mais aussi au niveau européen, de manière à ce ce qui est construit au niveau local soit partagé en termes de vision entre tous les États membres et qu'on construise un marché européen autour de la cyber qui nous permettra ensuite de rayonner. Et c'est par l'accès au marché qu'on développe de la capacité. Ce n'est pas juste par des financements individuels ou un ministère de la Défense de tel ou tel pays finance une technologie sur un besoin propre et la restreint en termes d'usage. On a besoin aujourd'hui de financer le développement de ces compétences par peut-être un petit coup de pouce dans l'acquisition initiale, comme le font les agences à 3 lettres, par exemple, aux États-Unis, qui développent énormément, qui incubent énormément d'entreprises, mais qui les poussent immédiatement dans leur go-to-market, dans le go-to-market local et international. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas bien. Et je pense que c'est pour ça qu'on investit beaucoup chez Atos sur ce sujet-là. On a besoin d'aligner les planètes et de porter un meilleur discours. Quand on voit la puissance des lobbies extra-européens à Bruxelles et l'influence, la taille des bureaux qui sont présents sur place, et quand on voit la taille des bureaux des entreprises qui sont pourtant majeures en Europe sur ces scènes-là, on a vraiment une culture en Europe de l'influence, du message, etc., qui est très en deçà de ce qu'on devrait faire pour résister à ces pressions internationales. Merci beaucoup, Alexis. Bien, écoute, je crois que ce sera le mot de la fin puisque tu as édicté quelque part les pistes que l'on est amené à suivre et surtout à développer. On a vu beaucoup d'initiatives
beaucoup de points très positifs et de choses qui sont en train de se mettre en place. Maintenant, effectivement, il faut aussi prendre des décisions courageuses qui sont attendues et des actions concertées pour co-construire. Et je crois que ce sera ce terme que l'on va garder, co-construire une approche à la fois stratégique et collective de ces enjeux de cybersécurité pour l'émergence de cette troisième voie européenne qui reposera, on l'a compris, sur le pilier de l'éthique, de la confiance et de la compétence. C'est quasiment donc la fin de cette conférence. C'était un très grand plaisir de vous avoir tous les quatre à nos côtés pour partager votre vision, votre expertise et nous amener à penser cette stratégie cyber de demain. Merci évidemment à nos partenaires qui nous ont permis et qui nous sont fidèles, et donc on les en remercie, c'est absolument essentiel pour nous pour organiser l'ensemble de nos événements. Donc merci une nouvelle fois à Atos, Genetec et Capgemini qui nous accompagnent tout au long de l'année. Merci évidemment à ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent aussi tout au long de l'année. On aura le plaisir de se retrouver à la rentrée septembre pour un jeudi de la sécurité. On espère qu'il reviendra à son état je dirais, initial, qui nous rassemble en physique dans Paris et après lequel on a le plaisir de poursuivre des échanges autour d'un cocktail et donc des relations humaines que l'on doit conserver qui sont absolument essentielles elles aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. En septembre, on parlera e-santé. On sera toujours donc au cœur de l'actualité. D'ici là, évidemment, SCD continue à traiter ces sujets et puis j'aurai donc le plaisir de vous retrouver à la rentrée lors de nombreux événements. Je vous souhaite un très bel été. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin.